Il manie les idées avec tant d'agilité, même les plus grands funambules sont jaloux de son talent. Mathieu Bocoté, écoutez. Alors, on en a parlé en début d'émission, et puis on en parle en fait beaucoup depuis hier, c'est cette étude, dis-je, de l'OQLF, qui montre que l'anglicisation de la jeune génération est beaucoup plus avancée qu'on ne le croit. Donc, dans quelle mesure nos autorités sont-elles conscientes de cela? Comment veulent-elles renverser la tendance si elles croient le pouvoir? Pour en parler, nous recevons le ministre de la langue française, Jean-François Roberge. Jean-François Roberge, bonjour. Bonjour, M. Bocoté. Alors, question première, vous avez, hier, j'espère de pas mal vous citer, vous avez dit c'est une mode, en fait, c'est un effet de mode. Je vous suggère une autre hypothèse, je vous dirais que l'assimilation est commencée. C'est-à-dire l'assimilation qu'on a redouté dans notre histoire, c'est pas dans 10, 15, 20 ans, nous y sommes maintenant, c'est plus qu'une mode, c'est une tendance qui nous pousse à l'effondrement linguistique. Est-ce que c'est un diagnostic que vous pourriez faire autre aussi? Je dirais que le fait que les jeunes parlent davantage anglais que leurs parents, leurs grands-parents, c'est pas qu'une mode. J'en conviens avec vous, M. Bocoté. Ce que je dis, c'est qu'il y a trois fractures en ce moment d'un point de vue linguistique, parce que les données de l'OQLF nous montrent qu'environ 90% des Québécois utilisent surtout le français à l'extérieur de la maison. On pourrait se dire, 90%, c'est bien. Mais il y a une fracture importante entre l'ensemble du Québec et Montréal et Gatineau. À Montréal, c'est 60% seulement. Gatineau, 63%, ce qui est un écart très, très grand par rapport aux 90%. Et les jeunes de 18 à 24 ans, c'est 74%. Donc, on est loin du 90%. On est quand même mieux que le Grand Montréal. Puis, il y a la question des nouveaux arrivants et surtout, je vous dirais, les temporaires. Il y a plus de 560 000 temporaires. Une personne sur trois, non seulement n'utilise pas le français au quotidien, est tout simplement incapable de tenir une conversation en français. Donc, je voudrais que ce sont ces trois lignes de fracture-là qui nous préoccupent, sur lesquelles on doit agir. Mais je suis d'accord avec vous, M. Bocoté. C'est pas juste une question de mode, et puis on peut pas juste attendre 2-3 ans qu'une nouvelle mode arrive pour que tout se règle. Ça serait de la pensée magique. Alors, il y en a plusieurs qui expliquent cela par le nouveau contexte numérique qui est le nôtre aujourd'hui. Moi, je pense qu'il y a une autre hypothèse qui me semble importante. Vous me direz ce que vous en pensez. J'appelle ça le post-95. C'est-à-dire, globalement, un peuple qui échoue son indépendance en paie le prix psychologiquement, culturellement, lorsqu'il échoue à faire de sa culture, de sa langue, la langue de référence. Il y a des effets de tout ça. Dans le cadre canadien qui est du multiculturalisme, où dès qu'on rappelle l'importance de la culture québécoise, on est accusé de suprémacisme ethnique, dans un contexte d'immigration massive. Donc, j'ai l'impression que tout ça explique ça bien davantage que le seul facteur Netflix, appelons ça ainsi. Est-ce que pour vous, le contexte politique explique en bonne partie cet affaissement linguistique? Je pense que les deux facteurs, je vous dirais, aggravants, c'est la culture numérique qui est arrivée. Ce qui a changé là, depuis le début des années 2000, c'est en réalité le basculement de la culture vers le numérique et l'arrivée de plus en plus grande, massive dans les dernières années, des migrants. Parce que, pour reprendre votre image, là, pour dire, toutes les questions de référendum perdu, en 1980 et l'an 2000, il y a eu grosso modo une stabilité. Il n'y a pas eu l'effondrement dont vous parlez. Mais entre 2000 et 2021, là, il y a eu l'effondrement. Et qu'est-ce qui s'est passé dans les 20 dernières années que ce n'était pas passé dans le laps de temps 80-2000? C'est l'arrivée de la culture numérique. De plus en plus de jeunes s'informent, se divertissent sur toutes les plateformes numériques. Et malheureusement, pas assez sur Cube, mais plus sur les plateformes américaines. Et c'est l'arrivée massive des migrants qui étaient mal sélectionnés à la base aussi. En fait, il n'y avait pas de condition de connaître le français pour devenir un migrant économique. Donc, on a des leviers sur lesquels on doit agir. Mais on doit agir de toute urgence. Là. Il ne s'agit pas là, d'en discuter pendant encore 3-4 ans. Là. Il faut agir maintenant, puis on a commencé. L'action sous le signe de l'urgence. Il y a une proposition qui existe depuis plus de 20 ans dans le débat public, c'est le cégep français. Le cégep français, c'est la mesure structurelle, institutionnelle, qui permettrait au moins de contribuer à renverser vraiment la tendance. Donc, pas une campagne de sensibilisation sur l'importance de dire bonjour plutôt qu'aille, mais un contexte institutionnel favorable aux Français. Le cégep français, vous y êtes toujours défavorable? En fait, quand on dit le cégep français, ça serait l'application de la loi 100 au niveau collégial. Oui, c'est ça, de l'appliquer de la même manière qu'on l'applique au primaire et au secondaire. La Charte de la langue française était complètement muette sur le secteur collégial jusqu'à ce qu'en 2021, nous légiférions avec ce qu'on appelle la loi 87, la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. Il n'y avait aucune mention du niveau collégial ou du cégep dans la charte, il ne fallait pas chercher. Il n'y en avait pas. Maintenant, on applique la charte au cégep. On ne l'applique pas de la manière aussi restrictive que ce que vous souhaitez, que ce que vous dites.
mais on est venu plafonner les inscriptions dans le cégep anglophone, on est venu assurer là, la fin là, de la déroute, on est venu imposer des cours de français, des cours en français, un examen obligatoire de réussite du français, même dans les cégeps anglophones. Et c'est l'an 1 de ça. Cette année, c'est l'an 1. Moi, je pense qu'il faut donner un petit peu de temps au temps. Je vous dis qu'il y a une urgence, oui, certain, c'est pour ça qu'on a agi. Puis il faut voir les effets de cette réforme-là importante. Puis il faut toucher au palier supérieur. Les universités, parce que là, c'est bien beau de parler de la charte au cégep. Qu'est-ce qui se passe dans les universités? Encore une fois, là-dessus, on a agi. Hein? L'automne dernier, on a annoncé quelque chose qui va commencer à s'implanter en septembre prochain. McGill, Concordia, Bishop vont maintenant renvoyer une partie du financement qui vient des étudiants étrangers vers le réseau francophone. Ils vont être obligés de donner des cours de français. Donc ça, c'est très, très, très concret et ça commence maintenant. J'entends, mais je reviens sur le cégep un instant. Vous dites une approche pas aussi restrictive, mais pourquoi? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que, vu si la situation est aussi dramatique que vous le dites, et je le crois, pourquoi on s'interdit, parmi les rares moyens qu'on peut avoir, c'est-à-dire appliquer vraiment la loi 101 au niveau collégial? Pourquoi on décide de multiplier les possibilités de contournement? Puis dans les faits, on le voit, une bonne partie des populations issues d'immigration basculent vers l'anglais dès qu'elles peuvent se sortir du système francophone obligatoire. Donc pourquoi ne pas appliquer la loi 101 dès maintenant, tel qu'on pourrait le faire? Bien, je pense que ce qu'on doit faire, c'est appliquer toute une panoplie de mesures. Il y a beaucoup de mesures à faire. Il y en a qu'on a commencé à implanter, qu'il faut mesurer avant d'aller plus loin. Il y en a où on n'était pas allé. On a bougé sur les cégeps, on a bougé sur les universités, on va bouger très bientôt, Mathieu Lacombe va bouger très bientôt sur les plateformes de divertissement avec une loi qui va venir donner des contraintes importantes aux plateformes pour modifier les algorithmes sur la découvrabilité. On a bougé en immigration permanente. Maintenant, il faut être francophone pour immigrer au Québec avec le critère économique. On a bougé pour l'immigration temporaire sur ce qu'on contrôle. Mais là, le gros enjeu, c'est de faire bouger Ottawa. Parce qu'on veut un contrôle sur tous les immigrants économiques temporaires qui entrent sur le territoire québécois. Donc, je ne pense pas que tout passe ou ne passe pas par une restriction plus grande du cégep en français. Il y a vraiment une panoplie de leviers qu'on peut activer et qu'on active. Et à chaque fois qu'on le fait, ben, il faut mesurer puis voir si on doit aller plus loin. Moi, je ne ferme pas la porte, là. Moi, je pense qu'on doit être proactif, on doit être créatif, on doit agir sur tous les secteurs jusqu'à ce que nous ayons inversé le déclin du français. Et nous ne nous arrêterons que lorsque nous aurons atteint cet objectif. Alors, je vous donne on a le temps d'une dernière question. Je vous donne une perspective historique. Depuis 1867, le poids des francophones a toujours baissé au Canada. Il baisse au Québec significativement aujourd'hui. Vous voulez faire des démarches auprès d'Ottawa pour qu'il nous donne, qu'il fasse les choses qu'on juge nécessaires pour nous-mêmes, mais Ottawa décide de les faire ou non, alors que vous jugez que c'est nécessaire pour nous-mêmes. Ce ne serait pas plus simple si le Québec se gouvernait lui-même complètement en matière d'immigration et pourquoi pas dans tout le reste. Vous n'êtes pas de l'aile la plus fédéraliste de la CAQ, donc sur ces questions-là, vous ne pensez pas que c'est un argument qui milite peut-être pour réexaminer la question nationale et la possibilité de la souveraineté? Bien, je pense qu'on a encore beaucoup de gains à faire à l'intérieur du Canada, puis il faut obtenir des pouvoirs davantage. Un autre mot à dire, particulièrement sur l'immigration temporaire. Sur l'immigration permanente, je vous dirais que ça fonctionne assez bien, le système actuel. En immigration permanente, on a pratiquement toute la marge de manœuvre. Pas 100%, mais vraiment une portion tellement significative qu'on a le contrôle sur l'immigration permanente. Et jusqu'à quoi, 2016, 2017, l'immigration temporaire, c'était quelque chose de somme toute marginal. Arrive un nouveau phénomène, arrivent de nouvelles revendications, et je pense qu'arriveront bientôt de nouveaux gains, puisque, oui, je suis ministre de la langue française, mais je suis aussi ministre des Relations canadiennes, et je pense qu'on va arriver à quelque chose pour que le Québec ait enfin son mot à dire sur les 560 000 temporaires qui sont en ce moment au Québec. Et vous vous dites, écoutez, c'est tout ou rien, si Ottawa dit non, laissez-nous un peu aller pour voir. Et si Ottawa dit non? Bien, on reviendra à la charge. Écoutez, il ne s'agit pas de dire tout ou rien, parce que moi, je vais vous dire, et si les Québécois disent non? Ils vous ont déjà dit non 2 fois, M. Boccoté. Qu'est-ce que vous avez fait suite à ce non? Ben, nous, on s'est retroussé les manches, puis on est allé chercher des choses à Ottawa. Jean-François Roberge, ministre de la langue française, merci infiniment pour votre passage à Cube ce matin. Merci. À très bientôt.